bonsoir, je m'appelle Veronika Prástělová, je travaille ici à la bibliothèque. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de la bibliothèque. Je suis contente que vous êtes venus parce que c'est la première soirée en français qu'on organise. Moi, j'ai fait mes études en France, j'ai vécu en France et en Belgique, donc j'ai toujours voulu faire quelque chose en français ici. Et puis, j'ai trouvé l'interview avec Aurélie Morel dans les médias tchèques. Je l'ai contactée parce qu'elle parlait dans l'interview, elle a très bien parlé de Václav Havel et ça m'a fait plaisir qu'une Française s'intéresse à Václav Havel de cette manière. Et puis on a commencé à s'échanger des mails et voilà le résultat. Donc je laisse Aurélie t'expliquer plus pourquoi elle a écrit bien détaillé sur Václav Havel. Je vous souhaite une bonne soirée. Dobry wieczór. Wszystkie to były lepsi we francuszczynie, bo wam j'ai rozmaité. Donc en fait, moi je suis venue à Prague en 1989, en décembre, et j'ai eu la chance d'être là le 27 décembre, donc la veille du jour où Václav Havel est devenu président du gouvernement de transition. Et en fait, je m'intéressais, j'étais adolescente et je m'intéressais à cette autre Europe. Et c'était très difficile en France à l'époque d'avoir des informations sur ce qui était donc la Tchécoslovaquie et les autres pays derrière le rideau de fer. Et j'ai eu la chance d'être invitée par un étudiant tchèque, et donc ce qui a permis de venir. Et entre le moment où j'étais invitée et le moment où je suis arrivée, s'est produite la révolution de volume. Voilà, la grande surprise. Et donc je suis arrivée, bien sûr, dans un moment que vous connaissez bien mieux que moi, mais qui était aussi très, très fort pour moi. Voilà, qui certainement fait écho à mon histoire personnelle. Voilà, parce que mes parents m'ont beaucoup parlé de mai 68 en France. C'est très différent, c'était beaucoup moins tragique, mais c'était des moments comme ça de ferveur populaire où il se passe beaucoup de discussions. Donc j'étais très intéressée par ce qui s'est passé. Et ensuite, j'ai eu très envie de revenir en fait, de mieux connaître le pays et de mieux comprendre comment les gens ici vivaient les changements, quel regard ils pouvaient poser sur ce changement de société, cette démocratie, ce capitalisme, parce que nous, voilà, on avait évidemment un autre regard là-dessus, et je trouvais que c'était intéressant pour moi en tant que Française de voir comment ça changeait, comment ici vous voyez les choses. Donc je suis restée 1 an. J'étais lectrice de français, voilà, et je suis revenue régulièrement, et donc j'avais besoin d'écrire, donc j'ai écrit plusieurs textes relatifs à cette période, à ma façon de ressentir les choses. J'ai aussi organisé des événements culturels en France pour parler de la Tchécoslovaquie, de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Europe centrale, pour essayer de faire connaître ce pays, cette culture. Et puis j'ai beaucoup aimé la langue, voilà, la culture. Voilà, et puis donc j'ai ce texte qui est arrivé comme ça. Il y a 2 personnages dans le texte. C'est un double monologue, et en fait il y a une étudiante et un employé de la police secrète. Et cette étudiante, c'est un peu un mix des étudiants que j'ai rencontrés. Et puis la police secrète, c'était aussi parce que voilà, j'ai lu des interviews après la chute du communisme, de dignitaires communistes, qui étaient toujours dans une logique comme si rien n'avait changé. Et c'est ces 2 visions de monde qui m'ont impressionnée, alors que les étudiants, ils étaient déjà dans un autre monde. Voilà, ces 2 visions opposées, et aussi à quoi ça peut faire penser en France aussi,
ces catégories de personnes différentes, voilà, dans toutes les sociétés. Voilà, donc avec Philippe, on va vous lire une petite partie du texte, hein, deux extraits en 15 minutes à peu près, 20 minutes. Et après, si vous voulez parler, me poser des questions. Je suis sûre. Voilà. C'est un texte sans chaussures. C'est un texte sans chaussures. Parce que j'ai 18 ans, je fais la révolution. Donc, j'ai pas le temps de mettre des chaussures, surtout des chaussures comme ça. Donc, bien sûr, c'est un texte écrit par une Française, certainement écrit pour des Français. Donc, certainement beaucoup de choses que vous connaissez déjà dans ce texte. C'est intéressant d'avoir votre vision sur ma vision. 14 janvier 1990. Frank Zappa est invité par le château. Il va rencontrer le président de notre République, Václav Havel. Oui, Václav Havel, le dramaturge, le dissident, le prisonnier politique. Le président de notre République sort de prison. Il avait été arrêté, une fois de plus, pour subversion. Tout ça est vrai. Cette réalité est 100 fois plus dingue que le plus fou de nos rêves. Je m'attendais à une vie grisâtre, dans un univers rythmé par les plans quinquennaux, les congrès du Parti communiste tchécoslovaque, les fêtes de l'amitié tchéco-soviétique, les célébrations de la victoire des pays du bloc de l'Est face aux fascistes en 1945. Les exercices d'entraînement face aux potentielles attaques nucléaires de nos sournois ennemis capitalistes de l'Ouest. Ou sinon, j'avais pour option l'exil. Mais me voilà ici, maintenant. J'ai 20 ans et je fais la révolution. Une révolution douce, une révolution poétique, une révolution pacifique. J'ai 20 ans et je vis l'utopie. Que les Français de mai 68 aillent se recoucher, que les Américains du Flower Power aillent se rhabiller. Nous sommes allés plus loin qu'eux, avec la volonté du peuple. L'imagination est au pouvoir. Dès les premiers jours de notre utopie appliquée s'est mise en place. L'utopie est devenue réalité. Les Français débarquent, par cœur entier, fascinés. Les célèbres Américains de la contre-culture viennent en pèlerinage. La situation s'est inversée. C'est nous, désormais, qui le faisons rêver. Ah, ces intellectuels de l'Ouest. Ils ne connaissaient même pas notre existence il y a quelques semaines encore. Mais il y avait des exceptions. Des soutiens fidèles depuis longtemps. Zappa est de cela. Ici, le rock est au pouvoir. Zappa va devenir l'ambassadeur de la culture tchécoslovaque dans le monde. Il nous soutient, car nous sommes un peuple profondément non violent. Le sens de l'humour est notre richesse intérieure brute. Nous sommes un petit pays. Nous ne sommes pas des requins. Nous n'avons même pas de mer. Nos valeurs sont pifo, la bière, rata, la maison de campagne, ticho, le calme, pivot, rata, ticho. Notre symbole culturel est un vieux romancier loufoque, Borumil Hrabal. Nous ne sommes pas des conquérants. Nous ne pensons pas au pouvoir. Nous cultivons l'humour absurde. Nous cultivons l'absurde absurde. Dans nos films, les téléphones sonnent éternellement dans des pièces vides. Les magasins proposent des chats à louer pour la journée. Nous avons connu le capitalisme, le communisme, le socialisme à visage humain, puis défiguré. Nous avons connu le hussisme. Nous avons connu la démocratie. Zappa soutient Havel car ceux-là sont comme des âmes sœurs.
un jour de novembre, au moment de la révolution de velours, alors que les pourparlers avec les délégués du gouvernement s'enlisaient, notre futur président Havel leur a proposé 1 minute de rire. Et ils se sont exécutés. Les dissidents, les dirigeants du Parti communiste tchécoslovaque, les hauts fonctionnaires, ils ont pris 1 minute de rire. Le 20 décembre, on publiait enfin chez nous Interrogatoire à distance, livre d'entretien avec un ex-tolard nommé Václav Havel. Les gens faisaient la queue des heures dans le froid devant les librairies. Ils souriaient. En visite peu après, dans une petite ville de province, pour un festival rock, Havel, fraîchement président, est dans son élément. Dans une taverne avec des cigarettes, de la bière, il porte évidemment un blouson tout froissé et dessous le t-shirt avec la langue, le t-shirt des Rolling Stones. À propos de son look, des ouvriers du textile ont décidé de lui offrir un costume pour les photos officielles et les cérémonies. Ils lui ont dit « Václav, tu ne peux pas te présenter au château avec ton jean et ton pull à col roulé. » Pour recevoir les Rolling Stones, il a fait un effort vestimentaire. Il a mis un costume. Il portait même une cravate. Chez des amis en fin de soirée, il lui arrive de chanter des chansons du genre en construisant le socialisme. Ça le défoule. Václav Havel est un Robin des Bois pacifique. Ses flèches sont ses mots. Il sait les écrire, mais quant à les prononcer, il les mange, il reste un peu dans sa barbe. Mais quand le peuple l'a entendu, place Venceslas, dans le froid de novembre, ce fut un triomphe. On peut croiser notre président certains soirs quand on aime la musique. Il va parfois dans les bars rock de Prague, pas loin du château, boire des coups. Il est entouré de sa protection rapprochée, un vieux hippie filiforme blond aux cheveux longs et une jeune karatéka brune aux cheveux courts. Les couloirs du château sont envahis de chevelus, de déjantés. Il est vrai que nous sommes le pays de Kafka, le pays de celui qui inventa la transformation de l'homme en cafard. Nouvelle fiche sur Havel pour la STB. Havel, Václav. Nouvelle fiche actualisée au 14 janvier 1990. Objet de la fiche, urgence. Profil psychologique, rappel. Bon vivant, aime recevoir ses amis, a un besoin extrême d'échanges sociaux, nombreux, fréquents, intenses. Remarque une fragilité à utiliser. N'est pas un orateur né, timide, regarde son assiette au lieu de son interlocuteur lors du dîner, de rencontres avec des officiels. Ne parle pas à la télévision comme un professionnel. Il regarde ses mains au lieu de la caméra, il baisse les yeux. Il se gratte l'oreille. Il met les doigts devant sa bouche. Havel est embotté dans ce costume, avec sa chemise cravatée. Il n'est pas dans son élément naturel. Ne sait pas s'habiller. Stratégie. Fraîchement intronisé président, Havel a accepté d'être pris en photo au matin ébouriffé, dans sa résidence présidentielle. Sur le mur, on voit une prise électrique avec des fils qui pendent. À quoi joue-t-il? Quel est le message? Avec cette mise en scène grotesque, veut-il montrer au monde que notre pays est tombé en déliquescence sous les communistes, que nos dirigeants avaient perdu tout honneur, toute dignité, tout argent, au point de laisser traîner une vulgaire prise électrique avec des fils en plein milieu du mur, dans la chambre de la résidence des appartements présidentiels? Mais tout n'est pas perdu. Le sujet fiché n'a pas encore gagné la partie. Même si les apparences semblent démontrer le contraire, Václav H. se réjouit un peu vite. Profil politique. Havel, V. Difficile à classer. Laïque, plutôt social-démocrate, voire socialiste. Il ne veut pas se donner d'étiquette et il a osé déclarer « Le mot socialiste a été perverti en Tchécoslovaquie ». J-6, 15 janvier 1990. Je vais accueillir Frank Zappa. Moi, Yana, 20 ans, tchèque, étudiante en biologie sans passion, rêvant de devenir dessinatrice. Je gribouillais en cachette la nuit et je rêvais d'évasion à l'ouest. Je jouais à la gentille petite étudiante le jour, modèle, presque. Quelques amis peu recommandables politiquement, quelques lectures peu recommandables politiquement, quelques concerts interdits, joints, participation à des réunions,
des manifestations, impressions de textes interdits. Je rêvais d'Amérique. Je lisais en cachette Timothy Leary, le pape du LSD, sur des textes imprimés sur des carbones de samizdat pourris. J'écoutais tout bas les Rolling Stones, les Pink Floyd, le Velvet Underground, Lou Reed et Zappa. Zappa nous a aidés à vivre dans cette grisaille. Il a coloré notre prison. Grâce à lui, nous savions, notre monde à nous est triste, mais cette tristesse a des limites. Derrière le rideau, il y a un autre monde, libre, fou, coloré. Et ce monde, nous avons le droit d'y rêver. Ce monde, nos gouvernants ne peuvent pas nous empêcher d'y penser. Ce monde, c'était l'espoir d'un autre monde, d'un autre futur possible. Ce monde, c'était une possibilité. Nous en parlions dans les champs, pendant les concerts sauvages dans les granges. Et puis, il y a eu le 17 novembre, la manifestation, le début de tout. Tracts, papier, contact avec les dissidents. Moyennant la dessinatrice, je me suis mise à écrire des textes, des communiqués, des articles, des pamphlets. Je me suis mise à discuter passionnément avec les étudiants, les théâtreux, les dissidents, les passants. J'ai voulu défendre la société idéale dont j'avais tant rêvé. C'est comme un rêve éveillé. Plus de nuit, plus de jour. Des discussions, des marches, des rédactions de textes, des fêtes, des bières, des gens, des discours au balcon, des discours dans l'immense parc de l'Etna, encore des marches, des nuits de débat, des fêtes, des journaux, des journalistes, des photos, la foule, des cris de joie, d'énervement, des rires, des pleurs, des sacs de couchage, des litres de café, des fêtes dans les rues, dans les théâtres. Et en janvier au château. Noël, place Wenceslas, janvier au château. Les dissidents qui formaient le nouveau gouvernement nous ont demandé de les rejoindre comme conseillers des conseillers. Tant de choses à faire, ont-ils dit. Un monde nouveau commence. Tant de gens doivent partir, d'autres doivent arriver. Vite, alors me voilà. Et maintenant, je dois préparer l'arrivée de Frank Zappa. Dans les couloirs du château, je croise des gens en trottinette, des hommes en jeans et cheveux longs. Je croise tous ceux que je rêvais de rencontrer. Note pour TSTV, 20 janvier 1990. Ça se passait toujours sous la neige, en hiver. Avec la neige, le froid, les filatures de la police secrète des deux pays étaient plus difficiles. Les agents moins motivés. Notre zèle s'émoussait nettement au gré de la baisse des températures. La tentation de s'arrêter pour boire est encore plus forte. Boire un coup pour se réchauffer, une vodka, une Slivovic, une Fernet, encore une petite dernière pour la route. Entre-temps, la température avait encore baissé, la motivation aussi, d'autant que le jour diminuait, la nuit arrivait. Plonger dans ce froid, dans cette obscurité, pour suivre deux, trois petits crétins qui se rencontraient pourquoi? Pour rien. Allez, ils n'allaient pas mettre en danger notre beau pays, notre gouvernement et son ordre établi. Il se faisait juste de petits frissons de jeunesse, et c'est nous qui étions employés pour les amuser, pour amuser la galerie, assurer le spectacle, leur donner l'illusion d'être des héros, des résistants, petits cons. Marre de faire le pied de grue dans le froid, de recevoir des colibets, des moqueries, marre de se faire humilier par ses genoux qui auraient pu être nos fils. Marre, autant finir le bouteille Fernet. Fernet. Son odeur d'herbe médicamenteuse. Du coup, on n'avait jamais vraiment l'impression de se saouler, mais plutôt d'avoir dévalisé une pharmacie. Cambriolage nécessaire, guérir un mal, des mots. Nous ne faisions pas de mal, nous n'étions pas des dépravés. Nous ne faisions que nous soigner, anticiper, prévenir plutôt que guérir. Avec Magic Fernet, tuer les microbes avant même qu'ils n'apparaissent. La Fernet, c'était la purification. À la fin, pour nous vomissions, c'était l'ultime purification. Après cela, notre organisme était comme neuf. Nous titubions dans la neige, nous étions lavés de nos péchés, nos erreurs, nos rages, nos rancœurs, nos médiocrités. Le monde était beau. Les petits cons ne pouvaient plus nous rabaisser. Notre mission était noble. Nous travaillions pour un grand gouvernement qui nous tenait en haute estime. Nous, les super agents de l'ordre mondial nouveau. C'est à ce moment-là, en général, que nous peinions à ouvrir la portière de notre voiture. Nous voulions soudain suivre les petits cons jusque dans leur lit. Les tabasser, les massacrer. Nous tentions d'allumer le contact, de tourner le volant. Mais déjà, notre coéquipier ronflait, affalé sur le levier de vitesse qui glissait. Nous avions froid. Le vent glacé de la nuit s'engouffrait par la portière ouverte, chatouillait nos reins dénudés. Car nous avions rentré à moitié notre chemise dans notre pantalon après être épicé dans la neige balsante.
concert de ronflements et de grognements, hagards jusqu'aux petites lueurs de l'aube. Le soleil se levait sans conviction sur notre belle équipe. Il fallait rentrer au QG. Après nous être débarbouillés rapidement à l'hôtel pourri où nous n'avions pas mis les pieds la nuit, vaguement soutenus, pour reprendre une apparence humaine. Ensuite, il faudrait faire travailler notre imagination pour avoir un rapport correct, un rapport crédible. Mais l'imagination de nos supérieurs est encore plus pauvre que la nôtre, alors ça passait toujours. Ou alors peut-être n'étaient-ils pas dupes, mais ils laissaient couler. Pour eux, depuis longtemps, ces missions avaient plus de sens. Leur motivation s'était perdue dans les formulaires administratifs, les comptes rendus des réunions plénières du parti, les entraînements pour le défilé de l'international communiste. Ils accomplissaient cette routine, cette comédie pour avoir la paix, retrouver à la fin du mois à la maison de campagne leur journal, la cheminée, les charentaises et les bons petits plats préparés par leurs femmes, leur mère, leur belle-mère. La tranquillité de la famille, l'espoir d'une vague prime ou d'un bonus, peut-être des coupons des devises, pour aller faire un tour dans les magasins d'État, tout sexe, et faire plaisir à leurs femmes. Recueillir leur admiration, jeter la main détachée d'aristocrates blasés. Chérie, je te ramène un foulard, un gigot, un vin français, acheté sur la route de retour chez Dulcec. Dans ces moments-là, ils se sentaient des seigneurs, des êtres supérieurs, mais cette sensation ne durait pas longtemps. À la longue, la femme râlait parce que les escapades chez Dulcec, ce n'était pas assez fréquent, pas assez pour remplir le frigo, ils n'en faisaient pas assez, ils ne rapportaient pas assez, ils n'étaient pas allés assez loin, ils n'étaient pas montés assez haut et elles en avaient assez. Ils n'étaient que des clowns, des beaux parleurs, des frimeurs, tout ça pour ne pas être là quand il fallait torcher les gosses. Ils avaient trouvé un bon prétexte, et ils avaient même pris les contreparties qu'ils valent. Elles s'étaient fait avoir. Alors, dès le matin, au bureau, ils nous hurlaient dessus pour se laver de leurs humiliations domestiques. Pour nous, tous les prétextes étaient bons. Les virées hivernales à la fermette dans les montagnes paumées étaient de plus en plus fréquentes, longues et imbibées. À quoi bon rentrer à la maison? Boire, boire, boire. Boire la fermette pour oublier, oublier, oublier. J-5, 16 janvier 1990. Le président a décidé l'amnistie de tous les prisonniers politiques et de droit commun. Il paraît qu'aux États-Unis, l'administration du gouvernement fait la gueule. Le secrétaire d'État James Baker aurait déjà fait pression à propos de Zappa, car notre président a des idées bien précises. Zappa n'est pas qu'un rocker, c'est un leader de la contre-culture américaine. Il a des connaissances étendues en matière économique, politique, et un vrai discours critique sur son pays. Alors Zappa, les officiels américains ne l'aiment pas trop. Alors Zappa, si proche de Havre, ça ne leur plaît pas. Ce serait le début d'une véritable internationale de la contre-culture. Ce n'est pas dans ce sens-là que l'histoire doit se diriger en Europe centrale. Ils ne veulent pas de ce monde-là. Ils veulent d'un monde capitaliste, d'un monde qui va fonctionner selon les règles qu'ils ont décidé d'établir. Pour moi, l'Amérique, c'était la liberté, les petites fleurs et Bob Dylan, les joints dans l'herbe du campus de l'université de Berkeley. L'Amérique que je voyais, c'est l'Amérique de Zappa. Mais ce n'est pas l'Amérique du gouvernement. L'Amérique, c'est autre chose. Mon Amérique à moi, celle de Zappa, n'a rien à voir avec le pays. L'Amérique de nos rêves est peut-être là, chez nous. Alors, le micro, pas de micro, non, ça va. Vous m'entendez? D'accord. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, donc on a joué cette pièce à Paris, au Théâtre du Temps. Voilà. Donc je l'ai écrite,
J'ai commencé à l'écrire il y a à peu près 8 ans, 7 ans, voilà. Donc c'était effectivement un texte que j'ai écrit parmi d'autres textes que j'ai écrits, et après je me suis dit que c'était un texte pour la scène, voilà, qui devait être lu. Et les réactions des Français ils étaient assez surpris parce qu'en fait ils découvraient un peu tout, quoi. Voilà. Ils connaissaient Václav Havel, oui, mais pas dans le détail. Et tous ces liens entre l'underground rock et américain, ça c'était complètement inconnu en France. Et c'était pour moi quelque chose de très vivant politiquement, d'avoir des gens comme ça qui avaient un passé politique très différent des hommes politiques français, par exemple. Voilà. Qui ne sont pas allés en prison, qui n'organisaient pas, n'étaient pas liés avec des groupes de rock, qui n'ont pas écrit une charte pour protester contre un groupe de rock qui était censuré. Enfin voilà. Donc c'était un vent d'air frais à mon avis, pour la France, même pour la société française. Quelle était votre audience? C'était les étudiants? Non, c'était des gens de tous les âges. Tous les âges. Vraiment de 15 à 80 ans. Et vous pensez de répéter cette expérience? Oui. Oui. Oui, parce que je pense que la France a besoin de mieux connaître Václav Havel et de mieux connaître la vie politique en Tchécoslovaquie et en République tchèque. Pour prendre exemple un peu, il y a plein de bonnes choses, et bien sûr il y a des mauvaises choses aussi comme partout, et nous c'est pareil, mais voilà, il y a une façon, c'était pour moi sa vision du pouvoir avec une certaine distance que je trouvais intéressante. Une distance, je pense, en France qui n'existe pas beaucoup chez les hommes politiques et les femmes politiques. Voilà, ce recul, cet humour, cette ironie sur soi-même que je trouve aussi assez tchèque. Voilà, et qui manque un peu en France. Voilà. Bien sûr, on a des journaux satiriques, voilà, mais sur soi-même. Voilà. Mais justement, pourquoi tu penses que la société française n'est pas capable aujourd'hui d'accepter d'avoir des hommes politiques autres que ceux qui ont un parcours bien défini? Oui, est-ce que Havel, est-ce qu'il pourrait prendre racine dans une société? Non. Ça, c'est sûr. Parce que d'un côté, c'est un rêve. C'est un rêve, c'est quelqu'un qui est reconnu. On donne son nom à des bibliothèques. Oui. Mais est-ce qu'il pourrait justement effectuer un travail de politique dans la société française aujourd'hui? Et sinon, pourquoi? Alors, je pense que non, mais peut-être un jour, oui, ça serait bien, mais parce qu'effectivement, il y a des raisons historiques, je pense, qui concernent la France, qui concernent la Tchécoslovaquie, la République tchèque. Voilà, on a des histoires différentes. Donc, en France, effectivement, il y a ce côté grand pays qui a colonisé une partie de la planète, qui a toutes ces belles valeurs qui sont belles, elles sont bien. Et donc il y a quand même cette idée, on est quand même des gens, on se prend au sérieux, on se prend très au sérieux. Voilà. Et avec des bonnes raisons et des moins bonnes raisons, des fois qui empêchent peut-être aussi
de voir ce qui se passe ailleurs et d'utiliser ce qui se passe ailleurs parce qu'on est très critique en même temps, bien sûr, la société française, les Français se critiquent les uns les autres beaucoup, c'est très bien, mais l'autocritique, moi je trouve que bon, c'est un mot un peu communiste, excusez-moi, mais quand même, elle est bien aussi, enfin voilà, d'avoir un peu d'analyse sur soi-même. Donc je pense que c'est un plus gros système, un plus gros pays, donc il y a moins de souplesse pour moi, il y a une vie citoyenne forte, associative forte, mais après, bon, la politique, c'est la politique, on a aussi des formations, des grandes écoles, qui ont plein de bons côtés aussi pour gouverner un pays, mais qui font qu'on est un peu figé aussi, donc je pense que de toute façon, une personne comme Havel, c'est une personne exceptionnelle. Il y en a une par siècle, par planète. Enfin, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Voilà. Donc peut-être en France, dans son temps, on en aura un, mais bien sûr, je pense que c'est pas un hasard si Václav Havel a fait ce chemin politique ici en République tchèque. Bien sûr, c'est aussi lié à l'histoire du pays, à sa dimension. Il n'y a pas de hasard. Et ça fait longtemps que tu voulais venir avec ce texte pour le lire ici, parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est très actuel. Ouais. Vu la situation politique, vu la déhonestation de Havel de partout. Ouais, c'est-à-dire les représentants de la République tchèque, à partir du président jusqu'au ministre. Donc, ça tombe bien que ce soit aujourd'hui. Ouais. Je trouve que depuis 2-3 ans, il y a une situation assez critique. Ouais. Donc, en fait, le texte, tu l'as fini il y a combien de temps? Ça fait 6 ans, 5 ans. Et c'est. Qu'est-ce que je dis en an 2000? Oui, 5 ans, ouais. Et la première a eu quand? Il y a 4 ans. Ouais. Et il y avait une urgence à ce moment pour vous de rappeler vraiment cet enthousiasme qu'on retrouve en 89 ici à Prague? Alors, moi, c'est vrai que j'avais envie de parler du modèle tchèque, de cette histoire aux Français, en fait. Je trouve que c'est pas assez connu en France et je pensais pas que ça pouvait intéresser les Tchèques, en fait. Voilà. Mais c'est intéressant d'avoir cette réaction, peut-être aujourd'hui, justement, parce que ça fait 25 ans. C'est peut-être aussi pour ça, voilà, au bout de 25 ans, où on en est ici, voilà, qu'est-ce qui a évolué, en positif, en négatif, et peut-être on a plus de recul là-dessus. Moi, ici, quand j'essayais de parler avec les gens de tout ça, de toute la période communiste, souvent on me disait, bon, on n'a pas envie de penser à ça, on a envie de penser au présent et au futur, bien sûr. Et puis, bien sûr, ce moment était euphorique, mais il y avait aussi plein de choses à vivre, voilà, que les gens ici avaient à vivre. Et moi, j'étais très critique sur le capitalisme, sur l'Amérique. Évidemment, j'avais ma position de l'Ouest, voilà. Donc, voilà, peut-être aujourd'hui, effectivement. Mais moi, évidemment, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos réactions, évidemment. Même si tout ça, vous connaissez. Mais voilà, ça fait 25 ans, alors peut-être... tu dis, peut-être il y a des choses qui sont oubliées, c'est ça? Tu penses qu'il y a des choses qui sont oubliées, en fait?
qu'on se rend plus compte de ce qui s'est passé, des événements, etc. Qu'on les dévalue. D'accord. Oui. Voilà. Pour aller un peu dans le même sens, en fait, ce qui s'est passé en 89 ici, c'est ce qui s'est passé en 45 en France. C'est-à-dire qu'en 45, à la fin de la guerre, parce qu'en 89, c'est aussi la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, elle s'est terminée en 89 ici. En 45, ça a été la fin de la guerre. Les gens qui sont arrivés au pouvoir n'étaient pas du tout des gens du système, c'était des gens qui avaient résisté, qui avaient, en un moment avant la chute des nazis, préparé des textes et tout les fondements de ce qu'est l'État français aujourd'hui. Ces gens-là ont mis ça en place, ce qui fait qu'en France, on a une sécurité sociale, on a un droit à la retraite, tout un système de protection. Et de la même façon que ce que dit la personne ici, c'est que petit à petit, le souvenir de ces fondements-là qui ont fait qu'on est dans un État où on a, en tant qu'individu français, en tant qu'individu tchèque, un certain nombre de droits, petit à petit est oublié parce que nos sociétés ont des gens qui sont très puissants à certains endroits, et que ta pièce rappelle ça aux Français à travers Ravel. Mais ce souvenir, il est aussi très peu, très dissous par rapport au Conseil national de la résistance en France. Et il y a deux, c'est des fondements qui, quand on regarde ce qu'on apprend aux enfants à l'école en France, c'est des choses qui sont très peu appuyées, alors que si nos enfants peuvent aller à l'école et peuvent se faire payer des bourses quand ils n'ont pas les moyens de se payer des études, etc., tous ces fondements-là, on la base ici. Avant, il n'y avait rien. Avant, c'était vraiment un État où c'était très dur. Le fondement de l'État social, il est en 36, mais à 80% en 46. C'est des maladies. Et il faut faire attention, c'est que la même chose ne soit pas oubliée en République tchèque. Et aujourd'hui, c'est clair que même nos partis qui se prétendent à gauche oublient assez fréquemment ce genre de fondement, mais n'insistent pas et ils fuient parce qu'ils sont accrochés à des... Oui, on l'oublie rapidement, ce qui nous semble acquis. C'est 25 ans chez nous, c'est 60 ans chez nous, c'est tout petit à l'échelle du temps de l'histoire, mais quand on voit où on est arrivé après 60 ans, on espère que vous n'arriverez pas à cet endroit-là où les fascistes sont porte du pouvoir après 60 ans. Voilà. Oui. Quelle tristesse. Ici, ça sera plus rapide. C'est l'éternel recommencement de... Parce qu'aujourd'hui, les seuls gens qui sont hors du système et qui arrivent à prendre du pouvoir en France sont les fascistes. Et malheureusement, le reste, c'est tellement peu se vendre et ils semblent tellement à la botte des banquiers qu'on peut comprendre le désarroi des gens qui subissent l'augmentation de la misère. Alors que l'histoire est juste là, il y a 60 ans, retourne à nos péchés. C'est très court sur le temps de l'histoire et d'ailleurs ce moment où Havel est arrivé président du gouvernement de transition et où il y a eu tous ses amis, proches, tous ces gens qui sont venus au château avec lui, qui venaient d'horizons extrêmement différents. Oui, pour moi c'était un rêve en fait et c'était évidemment un moment après il y a une réalité qui reprend le dessus. Peut-être toi qui as vécu ça, qui a connu ça, es-tu capable d'aller chercher les témoignages des gens qui ont vécu ce qui s'est passé en 1945, parce qu'il y a eu sûrement le même genre d'émotion, le même genre de folie, le même genre de, je veux dire, les nationalisations des entreprises, etc. Et peut-être tu peux aller retrouver aussi ça et porter demain. Intéressant effectivement de
réfléchir à ces points communs. Ils sont à mon avis très. Ouais, il y a des dynamiques qui sont très. Ouais, et c'est vrai qu'on oublie en France, effectivement, d'où nous viennent ces acquis. On le rappelle très peu. Effectivement, il y a eu un moment avec Stéphane Hessel où il y a eu un petit mouvement de rappel, mais voilà, c'est vrai, on oublie. Moi, en fait, ce moment aussi, en 89, j'avais 18 ans, et donc je vous disais, mes parents m'ont beaucoup parlé de mai 68, donc c'était aussi pour moi, ici, en 89, ces moments-là, où tous les gens se retrouvent, en fait. Et c'est vrai que c'est des moments très forts. Quand j'étais lycéenne, il y a eu des manifestations lycéennes, voilà, mais j'ai grandi dans cette mythologie aussi de ces mouvements-là où tout le monde se retrouve, tout le monde est dans la rue, tout le monde parle, voilà, et qui sont un peu magiques. Et après, bien sûr, ça ne peut pas durer tout le temps. Et donc pour moi, il y avait aussi dans mon histoire personnelle, voilà, ce point commun. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était les terminologies, les gens, les situations inversées, opposées, les jeux de miroir entre la France et la Tchécoslovaquie à l'époque. Voilà, sur par exemple 68 en France, 68 à Prague, c'était voilà, une autre réalité. Donc j'ai aussi organisé un événement avec des lectures au moment de 40 ans de 68 en France pour parler de 68 à Prague, pour un peu voilà, faire connaître aussi, réfléchir à cette réalité. Et comment aussi des gens, finalement, dans un système, finalement, à chaque fois, il y a toujours, dans un système imposé, il y a toujours des gens qui épousent ce système, qui deviennent des conservateurs de ce système, quelles que soient les terminologies, les slogans, les valeurs, en fait. Et puis, il y a ceux qui luttent contre, voilà. Et dans un système capitaliste, il y a aussi ceux qui luttaient contre certaines choses dans une démocratie qui n'était pas parfaite et qui n'était pas, voilà, comme Frank Zappa, il a vraiment eu des problèmes avec ce, voilà, il avait les cheveux longs aussi, et comme ici, enfin, c'était pas forcément bien vu, voilà. Donc ces changements de terminologie, voilà, ça m'intéresse aussi. J'aurais une question parce que je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qui est d'après vous les fascistes? Que pensez-vous les fascistes? Qu'est-ce que ça signifie maintenant pour vous? Pour moi, les fascistes, oui, pour moi, les fascistes en France sont les gens qui font des étrangers le problème miroir de l'État français. Aujourd'hui, la pyramide des âges européenne montre clairement que sans étrangers, la pyramide des âges européenne montre clairement que sans étrangers, notre continent va disparaître. Donc à partir du moment où on prône le fait que l'étranger est le problème, pour moi on est fasciste. C'est une définition. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est la troisième force du pouvoir en France. Et pourquoi pas la deuxième ou la première pour les années qui viennent. Et oui, et puis c'est une façon c'est une façon très simple en fait d'expliquer les problèmes en France. Et c'est une façon simple qui passe mieux à la télévision, qui passe mieux en 30 secondes, voilà, et qui nous empêche les autres explications un peu plus détaillées d'exister, quoi. Après, on a aussi des gens qui sont au pouvoir qui ne cherchent pas à expliquer. Donc, aujourd'hui, on peut se poser la question de quel est l'intérêt de débattre du sujet et d'expliquer clairement. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, on a des discours sécuritaires, policiers, même par les gens qui se prétendent de gauche, et c'est tout à fait dommageable, puisqu'on joue sur la peur. Alors on joue sur la peur, c'est toujours la peur. Le fondement de ce qui va nous amener à grandir demain, c'est d'ouvrir notre monde. Quand on voit les gens qui arrivent, les efforts qu'ils font
eux-mêmes. Et on voit vraiment difficilement comment générer une contre-culture qui soit suffisamment puissante pour emmener la démocratie ailleurs que là où elle est en train d'aller. Donc, c'est pour ça que tout ce qui peut rappeler des événements comme ça où on a essayé de faire de l'intelligence la chose qui conduisait le pouvoir, pas des intérêts de quelques personnes. Voilà, c'est effectivement l'intérêt de ces personnes ici qui sont venues au pouvoir en ayant vécu en prison, en ayant une vie complètement différente et donc en ayant un regard sur le pouvoir différent. Et c'est vrai que pour moi, bien sûr, d'être ici, c'était magique en 89, mais c'était ma vision et avec ma vie de française. Et il y avait plein de choses que je ne pouvais pas ressentir comme vous, en fait. Et j'ai pensé à vous, en fait, je pense à Paris en janvier, quand il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo, parce que c'est la première fois de ma vie que je suis allée manifester le 11 janvier et que j'ai eu un peu peur. J'ai fait beaucoup de manifestations dans ma vie, j'ai beaucoup aimé ça, mais j'ai jamais eu peur. Jamais. Voilà. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai eu peur, un peu peur. Et c'était important. C'était important qu'on soit dans la rue ce jour-là. Je suis très contente que les Français soient descendus manifester. Et il y a eu un petit moment comme ça, encore une fois, un petit moment court, après tout recommence, mais un petit moment où on a été blessés, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, sur justement des valeurs fondamentales, sur la liberté d'expression. Et oui, j'ai pensé la Tchécoslovaquie, parce que je me suis dit, bah voilà, c'est la première fois de ma vie que je me retrouve peut-être dans une situation un petit peu où j'ai peur pour quelque chose, pour une chose pour laquelle j'ai jamais peur, moi, effectivement. Bah oui, je suis née bien après le 45 quand même. Et donc, oui, tout ça pour moi c'était juste acquis, la liberté en France normale. Donc, bien sûr, même si je suis venue ici et que je me suis intéressée à ici, je n'ai pas vécu ça. De ne pas pouvoir lire ce qu'on veut, vivre ce qu'on veut. Et c'est la première fois que, je sais pas, là je me suis dit, oui, effectivement, c'est pas acquis. Tout ça, c'est. On oublie vite, très vite. Bah, c'est peut-être aussi un réflexe de survie, mais de vouloir oublier et vivre, quoi. Mais oui, il faut trouver l'équilibre, peut-être. Ça serait très difficile parce que je pense que le monde se change profondément. Et les incidents comme ça, comme Charlie Hebdo, vont se répéter dans n'importe quelle part du monde. On va le voir dans les pays de l'Ouest au commencement, mais je pense qu'on va les voir même dans les pays de l'Est aussi, parce que tout est une grande incertitude. Oui, on entre dans un monde global, enfin, dans des nouveaux équilibres. Et effectivement, il y a aussi d'autres outils, voilà, pour Mais il est vrai que depuis, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, on ressent de nouveau l'inquiétude, la peur qui est cachée, mais il y en a quelque chose. Ici, et par rapport à la Russie. Par rapport en général, en Russie, en islamisation, en tout. Oui. La formalité de tout, la perte de démocratie, je le ressens de nouveau, tout ça. Et c'était assez drôle, puisque, enfin, pour aller dans le sens, je pense que les Tchèques se sont sentis très solidaires de ce qui s'est passé à Paris. Et à Prague, il y avait des scènes de Charlie affichées sur les logiciels d'affichage. Et moi, je vis à Genève. Et à Genève, il n'y a eu absolument
la guerre. Ouais. J'ai jamais vécu ce genre de moment où on perd la liberté. Je pense que ici, ça a été quelque chose de très très choquant. Ouais. On a même eu une exposition qui aurait peut-être pas pu se tenir chez nous. Oui. Il y a eu, je ne sais plus à quel institut d'art moderne à Prague. Oui. À Dance, une exposition sur Charlie Hebdo. Ouais, de caricature. En France, il y a eu un événement qui était prévu en Bretagne du même type, mais qui a, en Normandie, et qui a été finalement annulé par peur. Et à partir du moment où on annule ça par peur, on fait le jeu des gens qui soient ou fascistes ou extrémistes de leur côté, qui malheureusement en plus sont ensemble. Et voilà, la liberté est déjà un peu perdue chez nous. Oui, on se retrouve, oui, désarmé face à une terreur et on n'était pas préparé à ça. Enfin, voilà, moi j'ai dit c'est un peu notre 11 septembre, on a dit ça, mais c'est vrai, je crois, voilà, là il y a quelque chose, on voit à quel point c'est fragile et à quel point c'est pas si simple de résister, parce qu'il y a aussi une peur, et puis des institutions qui annulent les expositions. Bien sûr, on peut se dire il faut résister. Après, il y a des situations où il peut y avoir aussi, voilà, comment on réagit, parce qu'on se dit si c'est un lieu public avec plein d'enfants, est-ce que je prends la responsabilité d'une boucherie, voilà. Donc tout d'un coup, on est désarmé, quoi. Voilà, et la peur, on voit bien que la peur, des fois, nous laisse, voilà, on n'est pas plus armés, nous, que vous ici, quand il y avait un régime de peur et qu'il fallait résister, il fallait dire, mais c'était pas si simple non plus, parce qu'il y a tout le reste, il y a tout le quotidien, il y a la responsabilité, les familles, oui. Donc, raison de plus pour revenir en arrière, réfléchir, oui, ne pas oublier, effectivement. Mais retournons à Václav Havel, ce qui m'intéresse est s'il y a des théâtres en France qui misent en scène les pièces de Václav Havel. Oui, il y a des théâtres, il y en a toujours eu et il y en a toujours effectivement qui mettent en scène ces pièces régulièrement. Ouais. Avec succès? Avec succès, oui, avec un certain succès. Après, voilà, ça reste un succès comme tout le théâtre, un peu, où il y a un peu de la réflexion et de la recherche, ça touche toujours un public un peu limité. Mais en tout cas, il y a toujours un intérêt. Voilà. Bon. C'est bien. Parce que j'ai vu une pièce à Londres et c'était très énormément, avec beaucoup de succès, énormément de succès. Oui. Et il devait être extendu et répété pour plusieurs semaines. C'était magnifique de voir de l'intérêt des gens. Oui, mais il est un dramaturge reconnu dans le monde du théâtre. Après, je pense que les anglophones, les pays anglophones ont plus d'intérêt pour Ravel et pour la Tchécoslovaquie, enfin même dans les liens qui pouvaient exister avant 89, dans l'underground, etc. Il y avait des liens qui existaient aussi en France, mais voilà, moi j'ai l'impression de manière un petit peu plus ténue. Ça parle moins, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des raisons historiques aussi. Même avec Milan Kundera qui vit à Paris, je sais. Il est très connu, lui. Oui, je sais qu'il est très connu. Oui. Je pensais que lui, comme ambassadeur pour les œuvres tchèques, peut-être, et je ne suis pas si c'est tellement intéressé de promouvoir les œuvres tchèques, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a envie, en fait. Maintenant, il écrit en français. Il a changé. Voilà, en tout cas, c'est très difficile de le rencontrer, de l'interviewer. En France, c'est très compliqué. Il se cache beaucoup, il écrit, mais il se cache.
Voilà. Bon, mais il est très, très bien reçu par les Français, ça c'est sûr. Après, je sais que pour les Tchèques, c'est pas la même vision, voilà, notamment sur ce qu'il a pu écrire sur le pays. Havel, dans ses écrits politiques, est moins connu en France. Et pourtant, moi, je trouve que ses essais politiques, qui sont toujours traduits et édités en France, sont fondamentaux, passionnants. Et justement, moi, j'avais lu ces essais politiques il y a plusieurs années. Et voilà, pour moi, il y a un exemple, un moment où il parle de la résistance morale sous le communisme, où bon, il dit chacun a sa part de responsabilité, et il prend l'exemple d'un marchand de légumes qui a un slogan de propagande sur sa vitrine et qui décide ou pas d'enlever ce slogan, un petit acte de résistance. Et il y a toute une réflexion sur voilà, ces petits actes-là, quelles sont les conséquences. Et pour moi, ce texte, en fait, il était très intéressant aussi pour la société dans laquelle j'ai grandi, démocratique, capitaliste, voilà, où il y a aussi des valeurs qui deviennent dominantes, voilà, une critique qui est moins évidente. Bien sûr, il n'y a pas la même peur qu'il y a pu avoir ici, mais il y a aussi une forme de résistance qui est difficile, et peut-être même plus difficile. Et je trouve que cet extrait-là, voilà, c'est en ça que pour moi, Havel, c'est quelqu'un d'universel et d'international. Ça peut faire complètement réfléchir, quelle que soit la société dans laquelle on est. C'est vraiment pour moi sur le rôle que chacun peut avoir, la résistance. Et c'est pour ça que je pense que ces pièces fonctionnent toujours ailleurs. Vous travaillez maintenant dans une bibliothèque. Est-ce Oui. que vous organisez des événements pour faire connaître Václav Havel ou plus généralement l'Europe centrale? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent? Oui, alors j'essaie au maximum de mieux faire connaître, et je vais vraiment continuer parce que justement là ça fait 25 ans et je trouve que maintenant il faut un peu que ça évolue, la vision que peuvent avoir les gens, et il y a encore des clichés assez forts. Donc c'est long, oui c'est long. Donc j'ai récemment organisé un cycle de rendez-vous, conférences, voilà, sur l'Europe centrale, mais en travaillant sur cette période-là, parce que c'était les 25 ans de la chute du communisme, donc c'était quand même relatif. Donc j'ai invité des chercheurs français qui ont parlé de plusieurs aspects de la vie à l'époque. Et donc ce qui m'intéresse, c'est pour une bibliothèque, enfin 4 bibliothèques dans une ville, 4 bibliothèques municipales. Et donc c'est des gens qui viennent, c'est pas des spécialistes, c'est toutes sortes de gens. Et ça c'était vraiment bien parce que les échos que j'ai eus, c'est beaucoup de surprises, voilà, beaucoup d'aspects inattendus. Et en même temps il y avait une curiosité. Il y avait une envie de savoir, donc voilà, je pense qu'il faut continuer. Est-ce que tu as envisagé de rencontrer des gens à Sciences Po? Pourquoi pas? Non, il faut être fou dans la vie. Oui, tu as raison, c'est une expérience à faire. J'ai eu des chercheurs associés Sciences Po, CERI, Centre de recherche international, qui sont intervenus. Donc il y avait... Il y a déjà un réseau, peut-être voilà. Tu pourrais mettre en face des étudiants. Mais qui se sont spécialisés sur l'histoire contemporaine en Europe centrale et qui étaient très contents de pouvoir intervenir à l'extérieur de l'université pour pouvoir parler de tout ça, qui était très sympa. Mais voilà, c'est des gens un peu spécialisés. Tu penses à des gens spécialisés, pas spécialisés? Non, moi je pense à des étudiants. Oui, oui. Vous pensez les étudiants en sciences politiques avec la pièce. Je vais voir ce que ça donne. Voilà une très bonne idée. Le problème de la France, c'est qu'on a des hommes politiques qui sont professionnalisés, c'est-à-dire que quand ils rentrent en politique et qui vont accéder à des fonctions nationales, c'est forcément des gens qui vont
ancien chancelier, Ouais. Jacques Rupnik, Ouais. qui participe un peu à tous les événements qui sont faits autour de Havel, comme par exemple la journée de pantalon court. Oui. Et qui accompagne aussi par des lectures, mais il y a 5 ans, Jacques Rupnik a organisé aussi un événement international, c'était le 20e anniversaire justement des révolutions. Ouais. Il a fait un colloque qui était intitulé justement Chute de mur, Révolution de velours, sous l'aspect de l'événement global, c'est-à-dire quel était l'impact des révolutions des pays de l'Europe centrale et orientale sur d'autres continents, sur Asie, Afrique. Sinon, il a invité Havel et d'autres dissidents, ex-dissidents et dirigeants des pays. Et c'était très très intéressant de aussi se projeter sur la globalité, de ne pas regarder seulement les territoires de nos petits pays, mais voir comment en Afrique, justement les habitants des pays sous régime totalitaire pouvaient voir qu'est-ce qu'ils voyaient eux dans cette chute des régimes totalitaires comme espoir pour leur pays. Oui, ça ne se limite pas à la France, hein, c'est sûr. Cet exemple, bien sûr. Ouais. Bon, bah, ça ouvre plein de nouveaux projets, c'est très bien. Déjà très bien. Voilà. Le plus difficile. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions. J'avais une question par rapport à vos sources. Comment vous avez constitué le personnage de Gustave ? Gustave, en fait, une première source, c'est un travail universitaire en fait, de recherche qui date à peu près de 1994, donc de sociologues français qui, je pourrais vous les donner, qui donc sont allés interviewer plusieurs dignitaires, ex-dignitaires communistes dans Pologne, en Tchécoslovaquie, etc., pour qu'ils parlent un peu de leur vision des changements. Et ces gens-là, en fait, avaient dans les interviews un discours. Ils continuaient de parler de Havel et des dissidents comme des voyous, comme on en parlait dans la propagande officielle avant. Et pour eux, ils continuaient à dérouler une logique comme ça. Pour eux, tout ça, c'était juste un incident, mais le pouvoir allait bientôt revenir, tout allait se remettre dans l'ordre. Et leur aplomb, en fait, m'avait vraiment étonnée. Donc je me suis dit, il y a des gens qui continuent à raisonner comme ça, malgré tout ce qui a changé, ils continuent. Et voilà, c'est ça qui m'a... Donc c'était cette source-là essentiellement. Après, oui, je me suis documentée sur différentes sources de recherche comme ça. Des documentaires aussi que j'ai pu voir. Et récemment, j'étais à un excellent festival à Rouen, à l'est du Nouveau, dans lequel Markéta est partie prenante majeure. Et dans ce festival, justement, j'étais très surprise parce que j'ai vu un documentaire absolument passionnant sur des skateurs à Berlin, avant la chute du communisme, à Berlin-Est. Et ces skateurs étaient surveillés par la police secrète de RDA, et parce qu'ils représentaient une forme de subversion avec ces trucs de l'Ouest, là, alors qu'à l'Ouest, évidemment, c'était tout sauf subversif, c'était absolument pas subversif. Et il y avait une interview d'un ex de la police secrète. Mais donc ce documentaire, il date de l'année dernière, je crois. Il est très récent. Et ce policier de ex-RDA de la police secrète, mais en fait, après, j'ai demandé, il y avait quelqu'un de l'équipe du film, si c'était un acteur. Je ne peux pas croire que 25 ans après, il continuait à justifier pourquoi il avait surveillé ces jeunes à ce moment-là, toute la logique. En plus, il avait une argumentation assez fine, bien adaptée justement à aujourd'hui. C'était
fallait quand même un petit peu faire attention à l'ordre public. C'était juste, bon, une histoire de... pour leur propre sécurité. Enfin, mais c'était... Voilà, c'était... Ça allait un petit peu plus loin que ça, parce que... Ouais, oui, ça allait un petit peu plus loin que ça. Monsieur, il a quand même essayé de créer une fédération d'État à Berlin de skateurs. Parce qu'il s'est dit, on se travaille dans une compétition mondiale, il faudra qu'on soit les plus forts, mais dans ce cadre-là, il va falloir intégrer les... Donc c'était vraiment toujours pour encadrer au maximum. Bien sûr, mais et en fait, donc la personne qui était là, qui avait programmé ce film, l'Allemand qui avait programmé ce film, m'a dit, mais en fait, si, ils ont toujours besoin de justifier, en fait, d'expliquer pourquoi ils ont fait ça. Et bon, on témoignait, voilà, face caméra, 25 ans après, quoi. Donc finalement, moi, l'étonnement d'il y a 20 ans, enfin, quand j'ai lu ces discours, ben voilà, donc il y a des choses qui... Voilà. Donc c'est essentiellement pour cette partie-là dans des recherches. L'autre partie, effectivement, il y a un peu plus de sources documentaires, de presse. C'est ces recherches qui ont motivé votre écriture ou votre écriture s'est nourrie de ces recherches? Qu'est-ce qui a été déclencheur en fait? Ah non, le déclencheur, c'est le fait, moi, d'être venue ici en 89, voilà. Et c'est les deux en fait, parce que comme je m'intéressais à ce qui se passait ici, j'ai rencontré tout un groupe d'étudiants quand je suis arrivée en 89. Donc c'est aussi avoir observé tous ces étudiants qui avaient 20 ans et pour qui tout changeait tout d'un coup, avec qui j'avais discuté 6 mois avant, et 6 mois avant, ils se disaient en août 89, si je veux devenir photographe, je vais devoir m'exiler, j'ai pas envie, mais ici, ça va être horrible pour moi. Ce système, il est là encore pour des décennies, et puis quelques mois après, tout a changé. Et tout d'un coup, tout s'est ouvert pour eux. Donc, c'était intéressant à observer. Voilà, cette génération-là, tout ce qui a changé dans leur vie, ils ont recommencé des études, ils faisaient des études qui ne les intéressaient pas forcément. Et puis finalement, ils ont pu reprendre des études de cinéma. Voilà, c'est ce qu'ils voulaient. Et donc, c'est cette observation-là, c'est ce que moi j'ai pu ressentir aussi, bien sûr. Quelque part, je les enviais aussi de vivre ces choses aussi fortes. Bon, après, c'est peut-être idiot parce que moi, j'avais vécu avant libre, alors, et pas eux. Eux, peut-être qu'ils enviaient ça aussi. Mais voilà, et donc j'ai eu envie de lire des choses voilà, pour savoir un peu comprendre cette société. Donc j'ai lu ces livres de recherche et là, voilà, je suis tombée sur d'autres choses et petit à petit, ça a permis de construire ces personnages, en fait. Voilà. Ces différentes catégories de personnages qui ont des fonctionnements, voilà, qu'on peut retrouver ailleurs, sous d'autres labels, d'autres systèmes. Oui, il me semble qu'au début, juste avant votre lecture, vous parliez des catégories, justement, en disant que vous trouviez des parallèles intéressants à dresser entre les catégories que vous montrez dans votre pièce et les catégories en France. Ouais. Avec où c'était autour de mai 68. Oui. Et je voulais savoir à quoi vous pensiez exactement. Eh bien, finalement, parce que le socialisme n'est pas un gros mot en France, en tout cas pour une partie des Français. Voilà, il n'est pas un gros mot comme il l'est ici. Voilà, c'est l'inversion des valeurs et l'essence qu'on y donne. C'est 68 en France, une révolution contre un ordre établi, conservateur, on dit de droite. Et finalement, pour moi, dans le côté conservateur, oppresseur, etc., en France, c'est plutôt considéré comme voilà, une dictature, un peu des valeurs très à droite. Voilà, quand on parlait du fascisme en France qui revient. Et finalement, ici, c'était sous des slogans et des valeurs de gauche, qui en France sont des valeurs de gauche, et en France, les valeurs de gauche sont des valeurs plutôt voilà, révolutionnaires, plutôt contre le système, plutôt, voilà, même si ça change. Et donc ici, ces valeurs conservatrices, elles prenaient des terminologies de gauche qui en France prenaient des terminologies opposées, enfin signifiaient l'opposé en fait. Et donc ça m'intéressait aussi. Comment finalement des individus, moi je pense qu'il y a des individus, quel que soit le système,
ils épousent le système dominant. Voilà. Et donc, bien sûr, je pense qu'ici, il y avait plein de gens, surtout les dernières années, qui n'étaient absolument pas convaincus de toutes les valeurs du socialisme et du communisme, mais qui voulaient juste une bonne place, ou pas d'ennui, ou des petits avantages. Et ça, c'est valable partout. Et il y a toujours aussi des gens, en général quand même minoritaires, qui contestent, qui réfléchissent, qui essayent de ne pas s'endormir, de regarder autrement. Et on a la même chose, on avait la même chose en France, dans un système capitaliste, libre, mais pour lequel on était aussi critique, parce qu'il y avait aussi et il y a toujours des choses injustes, des choses à combattre, des choses à... Il ne faut pas s'endormir. Voilà, finalement, c'est en ça que c'était intéressant. On retrouve toujours des fonctionnements de catégories et de gens qui vont se dire bon, je vais me mettre voilà, de ce côté-là, parce que c'est plus simple, et puis après, ça permet aussi à des systèmes de perdurer, quoi, des systèmes d'oppression. Il y a une petite chose qui n'est pas beaucoup connue. Je voudrais connaître si vous avez quelques informations sur le rôle de Pavel Tigrit, qui est évidemment agent payé de CIA. S'il existe quelque chose comme la fiche de témoignage, c'était un magasin classé à point de lobby. Chez nous, toutes les fiches sont maintenant ouvertes. Cela veut dire que nous sommes, après tout, les bouleversements peut-être plus avancés, beaucoup plus qu'américains. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose comme je ne sais pas, officiel ou pas officiel, information sur le rôle de Pavel Tigrit? Alors moi, non, j'ai pas accès à cette information et à ces sources, et effectivement, peut-être que ça sera plus difficile de savoir, d'avoir des informations là-dessus. Non, j'en sais rien du tout. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'ici, il y a des archives qui se sont ouvertes, au niveau mondial américain, il y a eu tout ce débat sur Wikileaks et toutes les informations qui ont pu sortir. Et effectivement, c'est une question aussi en démocratie. Nous, on a toujours eu cette sensation d'être libre, de tout savoir. Et en réalité, un État ne dit jamais tout. Après, on peut comprendre aussi, mais bon, ça m'intéressait aussi, parce que nous, on avait cette impression d'être libre et de tout savoir. Et on s'aperçoit que c'est faux, bien sûr. On ne sait pas tout, et on n'a pas peur, mais est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on a toute l'information? Est-ce qu'on n'a pas des fois l'impression d'avoir? Et puis bien sûr, il y a une information mainstream qui va dominer et qui va nous empêcher de prêter attention à d'autres informations. Donc je ne sais pas, et je ne sais pas comment avoir aujourd'hui des informations pour savoir la vérité là-dessus. Mais ça peut être aussi un sujet tout à fait, éminemment d'actualité, puisque aujourd'hui, avec tout ce que l'on fait sur nos médias sociaux, il est possible d'avoir des métadonnées en 3 ans ensemble, et aujourd'hui, on sait que les États, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, génèrent des fichiers de métadonnées de ce type-là, de façon massive, et seront bientôt capables de tracer et les pensées, les habitudes de consommation et les idées de chacun des individus de la société. Et c'est vrai que cette démocratie qu'on a vécu peut-être à un moment donné et encore aujourd'hui en danger à ce niveau-là. Maîtriser ces données et ne pas sombrer dans la peur du terrorisme pour générer ce genre de fichiers de fichage systématique des individus. C'est aussi un débat qui va devoir être affronté par notre démocratie de façon plus ou moins secrète. Et c'est intéressant parce que... On a des gens qui ont l'expérience terrible. On doit aussi s'appuyer dessus. En France, là, il y a une loi justement par rapport au terrorisme qui ouvre la possibilité de beaucoup plus
surveiller les gens. Et la réaction des Français, elle est quasiment zéro. Personne, voilà, les gens ont peur, on peut comprendre aussi qu'ils aient peur. Et du coup, il n'y a pas tellement de protestations pour dire mais attention, nos libertés, parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte que les libertés sont peut-être en danger, enfin, ne sont pas quelque chose de si solide, quoi. Voilà. Et il y a toujours un endormissement sur, effectivement, cette impression comme ça. Alors, il y a Noam Chomsky, j'avais vu les travaux, il y a un documentaire il y a longtemps qui parlait des médias et des idées nécessaires. Donc Noam Chomsky, qui est considéré comme un intellectuel très à gauche aux États-Unis, et qui avait toute une réflexion sur, il y a 25 ou 30 ans, sur, pour les Américains, aux États-Unis, quels médias, quelle information, et quelles illusions, quelle propagande aussi, mais une propagande moins caricaturale. Peut-être ici, il y avait une propagande qui finalement était caricaturale, donc personne n'y croyait, et puis il y a aussi voilà, une forme d'information qui est plus subtile, quoi, voilà, qui endort un peu. Voilà. Donc c'est pour ça, voilà, que je pense qu'il faut on reste très vigilant aussi. Ouais, moi j'ai un commentaire par rapport à ça, si je peux me permettre. Je pense qu'il y a une dimension que Aurélie évoque quand elle lit son texte, elle fait référence à Kafka. Kafka, c'est le surnaturel. Le surnaturel, c'est pas contingenté, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et Kafka, je peux vous travailler sur Kafka, il y a un lien avec Murakami. Murakami, Kafka sur le rivage, c'est une histoire complètement surnaturelle. Et ça, c'est pas maîtrisable. Et la référence à Zappa dans ce texte, moi, avant de connaître Aurélie, je suis un grand fan de Zappa. Et une chose qui m'a surprise, c'est quand on a assisté à l'enterrement d'Havel, on était à l'ambassade de la République tchèque à Paris, et sur l'écran, à un moment, on voit les Clinton qui étaient là, dans la famille, et au milieu d'eux, il y avait un émir arabe, habillé comme sur la couverture d'un des disques de Frank Zappa. C'était le sosie de Zappa, Cheikh Ardouti, vous pouvez regarder, c'est surprenant. Il était mort depuis des années déjà. Mais c'est comme si Zappa était présent à l'enterrement d'Havel. Et moi je trouve que, quand tu parlais d'absurde, je trouve qu'il y a cette dimension poétique et surnaturelle dans ton texte, et peut-être même justement dans la façon de faire ou d'être des Tchèques, cette ironie dont tu parles, qui est aussi quelque chose de pas maîtrisable, je pense, par des caméras, par des écoutes. Et c'est une dimension intéressante. Et toute cette dimension-là, on va l'écrire par la lecture, par d'autres choses. Donc il y a vraiment des moyens, je pense, d'évasion et de. Oui, c'est une liberté intérieure. Un petit complément, on a vu tout à l'heure des textes, ça portait un nom particulier, des textes qui étaient passés sous le manteau. Oui, les samizdat. Oui, et en fait, vous parliez de 45. En 45, il y a une maison d'édition en France qui distribuait les textes interdits, c'est les éditions de Minuit. Donc il y avait vraiment un parallèle en fait, entre les deux pays, c'est intéressant. Voilà. Oui, encore une fois. Quelque chose à creuser. Juste un commentaire. Et dans ton œuvre, est-ce que ces années de 89, ça a donné cette pièce-là? Est-ce que ça a été aussi un matériau pour d'autres choses que tu as créées ou... Oui, c'est une obsession. J'ai écrit effectivement d'autres choses que je veux retravailler encore, mais voilà. Oui, forme de récit, forme de nouvelle, voilà, un roman, même un scénario, parce que je trouve que quand même ça s'y prête bien aussi. Voilà, donc oui, j'ai beaucoup de textes là qui sont en travail. J'en ai encore un certain nombre avant d'en avoir fini avec cette période. Une question, est-ce que tu es en contact, est-ce que tu es resté en contact régulier avec le pays, ou est-ce que cette expérience que tu as vécue reste comme un petit mythe alors, après 89, j'ai vécu un an ici entre l'été 92 et l'été 93. Ensuite, je suis revenue une fois par an, une semaine, 15 jours. J'ai gardé des contacts avec des amis ici. Donc, je suis revenue tous les ans. Et puis, en 2001, je suis venue et après, j'ai arrêté de venir.
pendant plusieurs années. Et voilà, aujourd'hui je reviens. donc ça fait 14 ans que je ne suis pas venue à Prague, c'est horrible. 14 ans, c'est vraiment trop long. Parce que le pays a changé énormément depuis. Voilà, depuis que je connais ce pays, il ne fait que changer en permanence. Et il change encore, et il change encore. Et donc là, je suis arrivée hier, donc ça va être intéressant pour moi déjà, j'ai vu pas mal de changements, mais voilà, ça va être intéressant pour moi de voir. Après, je suis restée en contact avec des amis tchèques ici, et aussi des amis tchèques qui vivent à Paris, et j'essaie un petit peu de suivre un peu l'actualité, un petit peu quoi, voilà, j'essaie, voilà, mais je crois, pour moi, c'était quelque chose de très douloureux et émotionnel. 89, c'était un moment hyper fort pour moi. Je ne suis pas tchèque, c'était super fort. Et donc après, c'était compliqué, oui, parce que je me suis dit, bon, alors voilà, effectivement, est-ce que j'ai aimé ce pays parce que j'ai vécu ce moment exceptionnel avec les gens, et donc c'est juste ça, et c'est pas le pays. Mais si, c'est aussi le pays parce que tout est lié en fait, et donc il y a un esprit et une culture qui me parle. Et après, je me disais, bon, je vais revenir vivre ici. Oui, mais bon, j'ai aussi ma vie en France, je suis aussi française, donc c'est compliqué. Et puis oui, est-ce que j'idéalise pas tout? Et puis bon, voilà. Donc après, je pense que j'ai eu besoin à un moment de voir d'autres choses dans le monde aussi, voilà. et de prendre du recul aussi, voilà. Voilà, pour raconter cette histoire. Et puis voilà, maintenant je suis revenue, et c'est bien parce que c'est écrit, donc voilà, je vais pouvoir peut-être voir tranquillement, autrement, tout ce qui change ici encore. Est-ce que votre famille a eu quelques connexions avec la Tchécoslovaquie avant que vous êtes venu pour la première fois? Ma famille? Non, absolument pas. Absolument pas. Il n'y a aucune connexion. C'est vraiment une connexion personnelle. Mystérieuse, comme l'amour, voilà. C'est très courageux, n'est-ce pas, c'est très courageux de vous de venir à un pays dont la langue, j'espère, vous ne connaissiez pas. Ah non, alors c'est pour ça que j'ai voulu apprendre cette langue, parce que justement je ne la comprenais absolument pas, que j'avais aucun mot qui me disait quelque chose, et donc j'avais vraiment envie d'apprendre cette langue, voilà. Et bon, j'adore les langues, donc et ça aussi, une langue, c'est très intéressant parce qu'une langue, c'est aussi lié à la structure mentale, à la culture d'un pays, au fonctionnement, etc. Donc ça ouvre aussi l'esprit, c'est un autre fonctionnement, la langue tchèque, que le français, que l'anglais, que l'espagnol, que l'allemand, voilà. Et j'ai beaucoup d'affinités avec cette langue. J'ai appris l'allemand, l'espagnol et l'anglais, et le tchèque, et en fait, j'adore le tchèque. J'adore la façon dont on peut inverser les mots, enfin voilà, j'adore le côté compliqué, donc bien sûr, je ne suis pas bilingue, je parle pas, je fais des fautes, mais voilà, c'est très intéressant, ouais. Donc c'est un plaisir pour moi, c'est pas du tout... Et ça ouvre en plus, parce qu'une fois qu'on comprend, on a des repères, du coup, un petit peu, des références, du coup, dans les autres langues slaves, donc ça ouvre tout un monde aussi, voilà, donc c'est... Aucune douleur. Même si en France, on n'est pas très bon pour apprendre des langues parce qu'on est trop dans la théorie, ce qui est intéressant aussi, mais ici j'ai appris, j'ai fait 6 mois de cours en tchèque très efficace, avec une pratique, voilà. Et ça m'a beaucoup aidé, je pense. Bon. Et bien merci à vous.